Europe 1, Pascal Praud. Avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Ce matin, j'ai écouté à 6h20, comme tous les jours, la partition d'Omblin Roche. Et la partition était consacrée à Claude Nougaro, Laurent. Oui, qui nous a quittés le 4 mars 2024, il y a 20 ans, 4 mars 2004, pardon. Claude Nougaro, c'est une inspiration. Ah oui, je crois que la musique, c'est le passeport des dieux, n'est-ce pas? C'est le passeport du ciel. Toulouse, Armstrong, le jazz et la java, Nouga York, Cécile, ma fille. Cécile, ma fille. Et c'était aussi le prénom de sa grand-mère. Et d'ailleurs, si vous avez choisi le prénom Cécile pour votre fille après avoir écouté la chanson de Nougaro, appelez-nous au standard d'Europe 1. Claude Nougaro, Toulouse, vous auriez pu mettre Toulouse. On va la mettre, hein. Toulouse. Mais alors, notre ami, on lui a même pas dit encore au revoir, notre ami toulousain. Avec Qui ça, Pascal, excusez-moi? Mais ça fait. Alors, on n'a pas dit au revoir Non, tout à l'heure. alors attendez, c'est pas de ma faute là. Hein. Non, mais on a un programme, Moi, monsieur. Oui, mais je voudrais quand même dire au revoir aux gens. Et notre ami de alors Toulouse, qu'est-ce que je fais? Je le rappelle. Je trouve que son témoignage était formidable. Mais oui, il était super. Parce que son témoignage, chacun ou beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans un témoignage comme celui-là. 2 salaires, une fille qui est archi. Tu payes, ça coûte au moins 15 000 € par an. Il ne prend pas de vacances l'année dernière. Donc là, pour cette classe moyenne, Et sans aide. il y a et sans aide. Surtout. Et c'est ça qui est intéressant. Si j'ose dire. C'est-à-dire que tu ne peux même pas déduire de la somme à payer ou de la somme à déclarer. Alors que Fabrice Lafitte me disait que jadis, Oui, on pouvait jadis, on quand pouvait même... en enlever une petite partie. Oui. Vous êtes sûr de ça qu'on Oui, pouvait oui. sur... Oui, quand on aidait son enfant... on avait une petite partie Et qu'on pouvait notamment déduire. si tu finances ses études, parce que si tu finances ses études, si tu peux le prouver, je pense que c'est vraiment intéressant, même pour l'État français, de favoriser évidemment que les enfants puissent faire des études et un bon job plus tard. On change de sujet. C'est aujourd'hui la journée mondiale de contre l'obésité. l'obésité. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un constat alarmant. Près d'un enfant sur 4 est gros ou obèse en France, un enfant sur 4. Est-ce le cas dans votre famille? Comment vivent-ils ce surpoids ou cette obésité? Est-ce que vous êtes touché directement? Est-ce que nous sommes déjà avec Antoine Epin, qui est spécialiste dans la médecine? Il est avec nous. Bonjour Monsieur Epin. Oui, bonjour. Et merci Bonjour. d'être avec nous. Comment on diagnostique ou à partir de quel moment considère-t-on qu'on est obèse? Alors, la vie avec l'obésité peut apparaître très jeune. D'ailleurs, on voit dans une étude internationale qui est sortie très tôt que l'âge d'apparition de l'obésité se fait de plus en plus tôt, et ce, à travers le monde. C'est une vraie pandémie qui est en train de se faire. On a un besoin de suivi des patients dès le plus jeune âge, au cours de la pédiatrie, mais aussi à l'âge adulte. Et ça se fait avec un entretien qui doit nécessiter du temps pour permettre aux gens de pouvoir parler de ce type de problème. Alors, ma question était plus précise. À partir de quel niveau de poids ou quel calcul faut-il faire pour savoir qu'on est précisément sujet à l'obésité? Alors, chez les enfants, on va se référer aux courbes de poids et à l'évolution de celle-ci. Parfois, on voit une accélération très forte et on va dépasser un certain niveau dans les courbes qui vont permettre d'établir un diagnostic d'obésité. Chez les adultes, on a classiquement tendance à parler par rapport à la classification de l'OMS et à l'IMC. Donc, alors, il faut peut-être la rappeler, c'était ça, voilà, c'était ça qui est important. On va parler de surpoids avec un IMC supérieur à 25 et d'obésité à partir d'une obésité supérieure à 30. Mais les retentissements de la maladie peuvent être déjà présents sans forcément que ce soit lié au poids, en fait. Alors, Monsieur Epin, moi, je suis pas un spécialiste de l'obésité, bien sûr, et je pense à ceux qui nous écoutent, qui ne le sont pas non plus. Est-ce que l'obésité, sur tous les enfants que vous avez dans votre cabinet, est-ce qu'on peut séparer une sorte d'obésité génétique, si tant est que le mot existe, d'une obésité liée à un comportement alimentaire? Alors, dans tous les cas, on ne devient pas obèse sans avoir un terrain biologique qui le favorise. Il y a effectivement des pourcentages très rares d'obésité purement génétique. Après, il y a toujours une partie de gènes qui vient quand même contribuer à favoriser les facteurs sociaux importants d'un milieu qui peut permettre à l'obésité de se développer. Et est-ce qu'on arrive à déterminer, de faire une différence? Est-ce que 7 ou 8 enfants sur 10, par exemple, s'ils avaient une vie différente, s'ils faisaient davantage de sport, s'ils déjeunaient ou dînaient peut-être d'une manière différente, ils retrouveraient un poids classique? Est-ce qu'on arrive à faire cette classification?
Alors c'est tout à fait pertinent de parler de la vie différente de chacun parce que chaque cas d'obésité est différente. Il va y avoir effectivement des facteurs qui vont contribuer à la prise de poids par rapport à des problèmes alimentaires ou d'activité physique ou d'ambiance aussi à la maison avec des exemples qui peuvent être reçus. Mais souvent, ça nécessite quand même un petit peu d'analyse et de temps pour réfléchir la question. Ce n'est pas forcément évident et ce n'est pas que manger et bouger qui contribuent à l'obésité. Est-ce que vous diriez est-ce que vous diriez qu'au fond l'obésité n'est qu'une conséquence et ce qu'il faut soigner, le médecin que vous êtes, c'est la cause de cette obésité, donc la cause de celui qui mange, un peu plus que de raison. Et là, on arrive sur des difficultés, j'imagine, pour vous, de diagnostic, de bien savoir, de bien identifier le souci. Sauf que manger, c'est pas un acte qu'on a de manière individuelle, c'est pas de la responsabilité de chacun. Nous avons des influences autour de nous sur la manière dont on mange. Comme je vous disais, dans une famille, il peut y avoir des traditions, des manières de manger qui sont communiquées, insufflées par les parents. Des petites choses comme manger très vite ou manger en quantité inadaptée par rapport à un enfant, ça peut tout de suite amener à des conséquences sur le long terme. Il peut y avoir aussi une ambiance qui nécessite un petit refuge pour l'enfant dans l'alimentation. Il y a des raisons diverses et variées de voir c'est ça qui m'intéresse, mais est-ce que j'entends bien que c'est toujours difficile de tirer des généralités, mais est-ce que, par exemple, l'obésité est signe de mal-être ? Alors, on voit que effectivement, il y a un lien qui existe actuellement entre une dépression et parfois un refuge dans l'alimentation. Est-ce que c'est toujours le cas ? Pas forcément, mais on sait que de toute façon, l'obésité contribue et est favorisée par un terrain psychologique fragile. Bon, surtout ces jeunes gens, parce que vous recevez des gens de tout âge ou plutôt des... Tout à fait. Bon, est-ce que vous arrivez à être efficace ? Est-ce que vous arrivez à ce que des gens qui étaient obèses ne le soient plus sur une longue période ? Alors, l'obésité est une maladie chronique sur la vie. Ce qu'on va essayer de faire pour les enfants, c'est pas de les faire maigrir, mais déjà de stabiliser la prise pondérale et de faire en sorte que la courbe n'augmente plus. Donc, de leur apprendre à reconnaître leurs sensations alimentaires, de fonctionner comme leur corps leur demande et d'avoir plus l'estomac qui vient demander à manger que le cerveau. Donc, on a parfois des prises en charge qui se passent plutôt très bien et des enfants qui se reconstruisent et qui prennent un petit peu le corps avec simplement leur physique, la tolérance simplement d'avoir un physique dans un gradient un peu plus large que celui qu'on conçoit de cette tranche 18 à 25. Déjà, ça peut aider, mais c'est pas une maladie qu'on guérit aujourd'hui, l'obésité. C'est une maladie à laquelle on apporte des soins. Il faut beaucoup de bienveillance. Et vous parlez de maladie pour obésité, donc une prise de poids n'est pas forcément une obésité. Non, une prise de poids rapide n'est pas forcément liée à une obésité. Il peut y avoir d'autres choses. L'obésité va être consécutive d'une prise de poids. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais Fabrice Lafitte me fait des grands signes à 12h41, donc on reparlera dans une seconde avec vous, et notamment les interventions chirurgicales. C'était ça qui pouvait m'intéresser. Est-ce qu'elles sont efficaces ? On appelle ça un anneau. C'est ça, gastrique. Un anneau gastrique. Donc Monsieur Epin, spécialiste dans la médecine de l'obésité, nous dira ce qu'il en pense. À tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vos commentaires aussi sur la page Facebook Pascal Pro et vous. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous sommes toujours avec Dr Antoine Epin pour parler obésité, Pascal. Et c'est un sujet qui évidemment est au cœur de toutes les actualités. C'est la journée mondiale contre l'obésité aujourd'hui. C'est un constat alarmant. Près d'un enfant sur 4 est gros ou obèse en France. Nous sommes avec Antoine Epin, spécialiste dans la médecine de l'obésité à Nancy. C'est vrai que c'est difficile dans les familles, forcément, lorsque un cas est comme celui-là. Et puis dans la vie professionnelle, c'est handicapant aujourd'hui. C'est vrai que les gros sont souvent stigmatisés. Je parlais d'opération chirurgicale avec pose d'un anneau gastrique. Quel est votre avis là-dessus, Monsieur Epin ? Je pense que
de la chirurgie et nous avons la chance en France d'avoir un système qui est assez favorable pour qu'il n'y ait pas de discrimination justement sur l'accès quand c'est nécessaire et que cela a été évalué avec des spécialistes dans un parcours de soins qui a été coordonné avec des médecins qui ont des compétences d'évaluation et que on respecte en fait toutes les recommandations qui ont été mises en place depuis 3 à 4 ans par les sociétés savantes dont la Autorité de santé ou la FERO qui nécessitent encore d'être étoffées pour que les patients puissent savoir s'y retrouver. Mais une chirurgie de l'obésité, quand elle est faite suivant les bons critères, quand la patiente a bien conscience de sa maladie et qu'elle est engagée dans une dynamique de perte de poids et un accompagnement à côté, peut avoir parfois un intérêt. Il existe différents types de chirurgie, dont l'anneau ou d'autres types plus invasifs. Ça, c'est en fait au chirurgien et à l'équipe multidisciplinaire qui s'occupe du patient d'évaluer l'indication. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Epin, spécialiste donc de l'obésité pour cette journée particulière. Il est 12h48.